m'appelle JG. Personne ne vient sans être invité. Même pas vous. Personne. Ça va, monsieur Burns? Aujourd'hui, l'histoire nous plonge dans un duel inattendu entre le producteur de hip-hop le plus en vue du moment, JG, et le tout-puissant Monsieur Burns. Une intrigue de trahison, de vengeance et de raps assassins, où l'amitié vacille et la morale, elle, se noie dans un verre de whisky bon marché. Bienvenue à Springfield. Dans mes jeunes et vulnérables années, mon père m'a donné un conseil. Il a dit, la façon la plus paresseuse de raconter une histoire est la narration en voix off. Voilà comment commence Homer, en voix off, comme s'il nous confiait un secret interdit. Il nous entraîne dans l'un des plus grands scandales de Springfield. Tout commence par un coup de vieux. Burns, affaibli, subit 2 transfusions de sang. Allongé, l'air blafard, il se replonge dans ses souvenirs. Les étés flamboyants de sa jeunesse, rythmés par des fêtes décadentes, des danses sans fin et des excès, assumés. Mais ce temps est révolu. Les projecteurs se sont éteints. Et avec eux, le respect qu'il inspirait. Amer, il constate que le monde moderne ne le craint plus. Alors Smithers, fidèle à lui-même, propose une solution. Relancer une fête grandiose, digne des jours glorieux. Burns accepte aussitôt, comme piqué par une étincelle qu'il croyait éteinte. Les 2 hommes s'emballent sur les détails, jusqu'à débattre, du type de glace que Smithers doit dégoter. Oui, même la glace est stratégique, mais la scène bascule, comme souvent. Il y a écrit méga fourré sur le paquet, mais c'est juste double fourré. À la centrale, Homer discute au téléphone de son repas, jusqu'à ce que Smithers débarque. Il lui annonce l'événement. Burns veut une soirée mémorable. Mais problème, la plupart de ses connaissances sont mortes. Il a donc besoin d'Homer pour distribuer les invitations et rameuter les gens les plus présentables qu'il connaisse. Et Homer, évidemment, accepte sur le champ. Toi, t'es pas invité. À quoi? Ça te regarde pas. Très bien. Marge lit le carton d'invitation et s'étonne. Le papier est si épais qu'elle appelle même Bart pour l'admirer. Lisa, elle, se renseigne sur le lieu. Un domaine réservé aux riches. Trop de hype pour être honnête. Mais Homer, insouciant, affirme avoir choisi chaque invité avec soin. Spoiler, non. Plus tard, Homer balance des invitations sur tous les pare-brises d'un parking. Un bus débarque. Les invités montent. Chacun nourrit un plan secret pour tirer profit de la fête. Sauf que, grosse désillusion. La soirée est un fiasco. Burns, pourtant l'homme le plus riche de Springfield, a coupé dans le budget. Si j'avais su que c'était un bar payant, je me serais saoulé préalablement. Et surtout, règlement intérieur à l'entrée. Écrire son nom sur son gobelet et porter des chaussures spéciales pour danser dans le salon. Sérieusement. Radin, vieille chouette. Et croyez-moi, je sais ce que c'est un radin. Et oui, j'ai acheté un costume, je l'ai photocopié, je l'ai rendu et je porte la copie. Et tous quittent la soirée. Seul, humilié, Burns rejette la faute sur Smithers, toujours en retard avec sa foutue glace. La nuit tombe. Surplombant la mer, Burns pleure, jusqu'à ce qu'Homer arrive. Il tente de le réconforter. Monsieur Burns, jolie fête, hein? Personne s'est senti obligé de parler, de rire ou de rester après 7h30. Super cool! Mais Burns, trop orgueilleux, refuse ce compliment. Il se traite de vieillard incapable d'organiser une fête décente. Puis, son regard accroche une lumière de l'autre côté du lac. Curieux, il prend une barque. Homer l'accompagne, malgré lui. Burns le fouette pour aller plus vite, littéralement. À l'arrivée, une soirée blanche titanesque, fastueuse, débordante d'énergie. Burns, bouche bée, murmure. Ce soit qui donne cette réception magnifique, il sait profiter de sa fortune. Il interroge les invités. Personne ne connaît l'organisateur, jusqu'à ce qu'un garde du corps lui indique « Le patron est dans son bureau ». Personne ne vient sans être invité. Même pas vous. Personne. Ça va, monsieur Burns? Mais Burns n'a pas dit son dernier mot. JG accompagne Burns jusqu'à la terrasse. Et là, surprise, Burns, sincère pour une fois, avoue qu'il n'aurait jamais cru qu'un de ses livres puisse réellement inspirer qui que ce soit. Mais JG, lui, ne plaisante pas. Il lui montre ce qui se passe en contrebas. Cette fête gigantesque, cette opulence, cette ambiance de rêve, tout ça, il le doit à lui. Et ce n'est pas fini. JG révèle que toute cette soirée a été organisée en l'honneur de Burns. Et pile à ce moment-là, une pluie de feux d'artifice explose dans le ciel noir.
Homer reprend la narration. Et ainsi naquit la plus improbable des amitiés. Un homme qui a découvert Rick Ross et un homme qui est sorti avec Betsy Ross. Le lendemain, la famille Simpson découvre Hampton, un repère de boutique de luxe inventé par des maris riches pour occuper leurs femmes. Une absurdité chic, à peine voilée. Ils entrent dans une glacerie. Bart, lui, râle sur les goûts de glace, évidemment. Et là, un garçon débarque, téléphone collé à l'oreille. Il ignore tout le monde, double toute la file, commande sans broncher. Lisa s'indigne. Personne ne dit rien. Une fillette devant elle soupire. Ce garçon, c'est Blake Black. Son père est l'homme le plus riche du coin. Traduction. Ici, c'est lui qui commande. Mais Lisa refuse ce diktat social. Elle s'approche. Elle le touche. Il ne réagit même pas. Toujours au téléphone. Puis, finalement, il daigne l'écouter. Lisa le fixe dans les yeux. Ce n'est pas parce que ton père est riche que tu peux doubler tout le monde. Le garçon esquisse un sourire moqueur, puis annonce à la volée qu'il va offrir une glace à tous les enfants présents. Bon, je vais te dire, parce que je suis un mec gentil, je vais payer les cornets de tout le monde. Ça va comme ça? Est-ce que ça va comme ça? Oui! Non! Et problème évacué? Pas pour Lisa. Dehors, Blake la rejoint. Il lui demande à quel événement elle ira ensuite. Mais Lisa répond froidement. Aucun. Alors Blake se jette à l'eau. Il admet qu'il voudrait la revoir. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule fille de son âge avec des principes. Touchée, Lisa accepte de le revoir. Juste après son départ, Marge et Bart reviennent avec la glace de Lisa. Mais quelque chose cloche. Marge le remarque tout de suite. Bart boude. Il finit par cracher le morceau. Lisa sort avec un gosse de riche. Papa traîne avec un producteur multimillionnaire. Et moi, je regarde des vitrines avec vous. C'est pas juste. Et c'est là qu'un vendeur ambulant l'aborde. Il lui lance « La vie, fiston, elle n'est pas juste ?» Puis il révèle une info troublante. Le célèbre JG n'est pas ce que tout le monde croit. Bart essaie de négocier une bougie, mais ça foire. Le vendeur s'éloigne, poussant son chariot. Homer, en voix off, annonce « Donc Bart a rencontré quelqu'un qui, je crois, vient plus tard. J'ai oublié pourquoi. » Retour à Burns, qui roule avec JG dans l'un de ses bolides. Direction, le hangar à jet privé. Chaque avion appartient à une de ces entreprises. Impressionnant. Burns, lucide, reconnaît que leur amitié avait peu de chances d'exister. Et pourtant, elle a pris. À bord du jet, Homer, fidèle à lui-même, mange du foie gras en se le servant à lui-même. Burns et JG, eux, discutent de l'envie, du pouvoir et du poids de l'image. À mon tour de vous donner quelque chose, la liberté de vivre pleinement. Une carte de crédit. Pendant ce temps, Lisa est en rendez-vous avec Blake. Ils partent voir les baleines en mer. Elle s'émerveille de son idée, mais remarque que les baleines sont très loin. « Sors avec moi et tout devient VIP », répond Blake. Il ordonne aussitôt à ses assistants de capturer une baleine pour qu'elle la voie de plus près. Oui, capturer. Une vraie. Et il se plaint même qu'il n'ait pas pris un petit en bonus. Lisa, choquée, explose. Elle pensait qu'il avait changé, mais non. Il a juste empiré. Elle le laisse en plan, furieuse. Blake la regarde partir, vidée. Pour la première fois, il ressent quelque chose de désagréablement humain. Retour à JG, qui tente de convaincre Burns d'acheter un collier à $1 million. Visiblement mal à l'aise. Burns fixe un collier à $1 million. Pour lui, c'est de la folie. Un simple collier? À ce prix-là? Mais JG, lui, ne veut rien entendre. Il transforme la pression en musique. Claquer le fric. Monogramme Monty est de retour. Burns flanche. Et voilà, la folie consumériste continue. À mesure que les jours passent, Burns est de plus en plus happé par ce nouveau style de vie. Luxe, bling, démesure. Il ne pense plus, il dépense. Il suit JG dans tous les événements, tous les galas, toutes les soirées absurdes où on célèbre des choses qu'on n'a pas créées. Jusqu'à ce jour fatidique. Ils assistent à une vente aux enchères caritatives. L'enjeu? Un cours de basket avec Charles Barkley. Les offres fusent. Et JG, pour frimer, claque $1 million. Burns, électrisé, commence à trembler d'excitation. Un frisson de puissance. Dans un excès total, il balance une offre à $10 millions pour quelque chose qu'il ne voulait même pas. Et il célèbre ça, comme une victoire. Homer reprend la voix off. Monsieur Burns vivait la grande vie, claquant tout dans le luxe et même dans l'ultime indulgence pour des parasites inutiles comme moi. Ils ont reçu des voitures de luxe pour avoir tenu une porte.
Littéralement. La folie est totale. De son côté, Lisa, qui explorait une expo équestre, tombe sur un protestataire bien familier, Blake. Il lui explique qu'il a abandonné ses privilèges pour être digne d'elle. Il roule maintenant en trottinette solaire, a fait don de son argent pour la cause des chevaux et lui tend un tambourin de manif. Lisa hésite. Elle allait le rejoindre. Mais à ce moment-là, un nouveau garçon arrive et il lui offre un pass VIP pour coiffer la crinière d'un pur sang. Entre l'idéalisme militant et l'élitisme animalier, Lisa craque et choisit le pente. Elle s'élance, radieuse. Blake, lui, reste là, avec ses idéaux et son tambourin, retour à Burns. Dans son manoir, il contemple un portrait géant de lui-même, absorbé par sa grandeur passée. Homer arrive, inquiet. Il veut lui parler de ses dépenses incontrôlées, mais Burns l'ignore. Il s'échappe, jusqu'à une station-service. Le pompiste passe la carte. Refusé. Burns est choqué. Elle est reliée directement à mon compte en banque. Il faudrait que je n'ai plus un sou pour qu'elle ne marche pas. Alors, ça veut dire que vous êtes fauché. Fauché? Tous ses biens de luxe sont immédiatement saisis. Il regarde, impuissant, sa vie de milliardaire s'effondrer. Homer tente de le réconforter, mais Burns est brisé. Alors Homer décide de tout lui dire. Il révèle que JG l'a manipulé depuis le début, qu'il a monté un plan pour lui faire porter tous les risques, pendant que lui récoltait les fruits du délire financier. Il a même sorti une chanson pour enfoncer le clou. Moqueuse, cruelle, virale. Et de pire en pire, Montgomery Burns a touché le fond. Et pendant qu'il regarde les déménageurs embarquer ses derniers souvenirs, Homer tente une dernière fois de l'apaiser. « T'as encore ta bande, non ?» Mais non. Carl, Lenny et les autres arrivent, et ils réclament des cadeaux. N'ayant rien reçu depuis un moment, ils annoncent qu'ils quittent la gang Burns. Et pire, ils volent tout ce qu'ils peuvent emporter. Littéralement. Burns, il reste là, seul, détroussé et pauvre. JG débarque. Il est venu chercher les chiens. Burns, désespéré, tente de les faire se retourner contre leur nouveau maître. Mais rien. JG sort ses bagues en diamant, les agite comme des friandises de luxe et les chiens changent de camp. Burns, humilié, est contraint de signer un contrat pour libérer ses propres animaux. Avant de partir, il ose poser la question. « Pourquoi m'avoir trahi ?» JG répond par un silence qui en dit long, trop long. Même Homer est abattu. Il regarde s'éloigner ce gros oiseau blanc, le seul qu'il ait vraiment écouté. Burns, lui, rumine. Tout le monde est parti. Même Smithers est au Canada, parti chercher un glaçon légendaire et jamais revenu. Burns se tourne alors vers Homer, le dernier fidèle. « Tu es toujours là, tu es mon ami, Homer. » Il lui demande « Serais-tu prêt à retourner travailler à la centrale, même si elle ne m'appartient plus ?» Homer hésite. « Il faut que j'en parle à ma femme. » Chez lui, il retrouve Marge. Elle lui conseille de rester à la centrale, peu importe qui est le patron. On a une maison, des enfants, et maintenant, une boutique. Une quoi? Une boutique. Ici, si t'as un peu de talent, tu ouvres un commerce. Elle l'emmène dans leur propre magasin. Elle parle de stock, de déco, d'avenir, mais Homer n'écoute pas. Il pense à Burns, à l'homme qu'il a laissé tomber. Le lendemain, il retourne à la centrale. Tout a changé. Nouvelle façade, nouveau style, nouveau patron. Le boss veut vous voir. Booty like a power plant. You're blowing up my pants. I like the way you dance. Mixtape coming soon, ladies. Il félicite Homer pour son sens des affaires. Abandonner Burns au pire moment, c'était audacieux. Tu es loyal, à moi. Puis il lui demande un dernier service. Faire disparaître les affaires de Burns. Tout ce qui reste de son passé. Homer creuse un trou dans le sol et jette dedans les reliques de Burns. Pour le récompenser, JG lui offre un assortiment de tartes. Homer pleure devant autant de tartes. Mais ce soir-là, en rentrant chez lui, Homer est vide. Vide comme jamais. Les tartes n'ont plus de goût. Il sent qu'il a trahi quelque chose. Quelqu'un. Poussé par son malaise, il entre dans un cimetière. Une voix l'attire. Il suit l'écho et tombe sur Burns dans une vieille chapelle familiale. Il est là, en train de faire une soupe avec des feuilles mortes. Homer craque. Il confesse sa faute. J'ai été séduit par les tartes, mais elles ont fini par avoir le goût de la cendre. Alors Burns lève les yeux et déclare, solennellement, « Je vais rester avec vous et on va régler nos comptes avec Jedji. Et que Dieu me soit témoin, je dirai pas à ma femme ce que je vais faire. » La vengeance commence. Ils montent un plan. Mais un jour, une ombre passe devant la chapelle. Homer court et attrape Bart. Il les a suivis. Il avait des soupçons depuis que son père rentre couvert de terre de cimetière.
Burns veut le virer, mais Homer refuse. Il est peut-être jeune, mais c'est un stratège. Bart accepte à une condition, une cape et des gants de vilain. Et il donne sa première leçon. Pour détruire un rappeur comme JG, faut d'abord ruiner sa réputation. Mais pour ça, il faut l'aide d'un homme, Milouz G. James. C'est Jazzy James, le miracle lyrique. Il a écrit tous les premiers hits de Jay, mais ils ont eu une brouille et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Le trio part à sa recherche. Il le trouve dans une boutique de bougies. Jazz, brisé, a tout perdu après que JG l'ait forcé à renoncer à ses droits d'auteur sous la menace d'être balancé d'un toit. Bart est choqué et ravi. Il lui dit qu'il prépare une vengeance totale et qu'elle commencera par un rap, le plus violent que Jazz ait jamais écrit. Jazz accepte avec joie de participer au grand plan de vengeance. L'idée de ruiner JG l'excite comme un vieux vinyle retrouvé dans une brocante. Direction le studio d'enregistrement. Toute l'équipe est là. Bart, Homer, Burns, Jazz. Ils préparent le diss track du siècle. Mais au moment de rapper, Jazz bloque. J'ai plus de jus, amenez-moi mes bougies. Attendez, j'ai une autre idée. Je le sens. Je le sens. Faites semblant de me lâcher. Et d'un coup, l'inspiration frappe. Il crache des vérités violentes sur JG, sa musique, ses mensonges. L'énergie est électrique. Tout le monde est possédé par le beat. À la fin, le studio explose en applaudissements. Sortant de la cabine, Burns annonce une récompense. Plateau de fromage pour tous! Mais la fête est interrompue par l'arrivée fracassante d'une femme. Elle lance de la bouffe à Burns. C'est Praline, l'ex de JG. Bart la reconnaît. Elle est furieuse. Quand Burns lui demande de quel côté elle est, elle répond sèchement. « Du vôtre! Il m'a tout pris !» Le groupe jubile. Avec une femme en colère dans leur équipe, ils sont maintenant invincibles. D'autres rappeurs rejoignent la croisade. Une armée d'artistes prête à anéantir la réputation de JG avec un seul titre. I seen JG, pimp, lie and ride. Took my handyman off a job. And when I complained, all he did was laugh. Now I got half a gazebo and not even a good half. Jour de la première. Burns est surexcité. Il annonce au public une révolution musicale. Il appuie sur le bouton. Rien. Silence. Puis un hologramme de JG apparaît, flottant dans les airs comme un ange démoniaque. Désolé de m'incruster, mais j'ai racheté le studio. La musique vous appartient plus. Panique, confusion. Bart hurle. Comment ces gens qui te détestaient hier peuvent maintenant t'aimer? JG répond, serein. Parce qu'ils aiment l'argent, tout le monde se vend. Puis il invite tout le monde à sa méga fête privée. Le public le suit. Burns est seul. Il tente de frapper l'hologramme et se frappe lui-même. Raisins d'or, juste comme tu les aimes, bébé. Mais ce n'est pas fini. JG débarque chez Burns. Il le trouve assis, calme, avec un plat de ganso rôti. JG pâlit. Non, c'est mon ganso? Burns prend une bouchée, lentement, cruellement. JG s'écroule, dévasté. Mais, surprise, Homer débarque, poursuivi par le vrai ganso. Homer tente de calmer la bête. « Je t'ai sauvé, petit gars! Sois cool !» Et là, sans réfléchir, il balance. En fait, j'ai donné à Burns un pigeon trouvé dans la rue. L'ambiance devient absurde. Le ganso, le pigeon, la trahison, les regrets. Les deux rivaux se sont retrouvés condamnés par les désirs qui mènent tous les hommes. L'argent, le pouvoir et la poursuite du noix. JG finit par avouer que tout ce qu'il a fait, il l'a fait, en suivant les conseils du livre de Burns. Un chapitre disait « Pour être un génie, détruis celui qui t'a créé ». Mais à cet instant, JG réalise qu'en imitant Burns, il est devenu lui. Burns, de son côté, croit avoir gagné. Il se croit immortel. Mais JG lui rappelle une vérité simple. « On va tous crever, mon vieux ». Le lustre du plafond commence à se détacher. Il tombe. Les deux hommes sont sur le point de mourir. Sauf que Smithers surgit, avec un caisse pleine de glace. Il a enfin réussi. Mais la glace est devenue de la neige. Burns râle. « C'est pas ce que j'avais demandé !» JG s'approche. Il tend la main. Un dernier geste. Un nouveau départ. Dernière scène. À la centrale nucléaire, les employés bossent comme d'habitude. Soudain, Burns annonce par haut-parleur. « Tous les jours, à midi, moment musical obligatoire !» La musique démarre. Tout le monde se met à danser. Ambiance légère, presque humaine. Puis Burns, agacé par ce chaos, change d'avis. Votre attention, pour la plus grande joie de tous, chaque journée inclura maintenant un moment musical. On ne recommencera pas demain.
Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout, ne suivez jamais les conseils de votre autobiographie. I seen JG, pimp, lie, and ride. Took my handyman off a job. And when I complained, all he did was laugh. Now I got half a gazebo and not even a good half.